Alors, donc vous voyez, oui, bon, j'avais parlé de politiquement incorrect, n'allons pas trop loin tout de même dans l'incorrect. Donc effectivement, psychologue, mais pas bourguignon d'origine, nullement. Ce que Philippe omet de vous dire, c'est que, bon, c'est connu, on ne va quand même pas dire dans les caves à vin de Bourgogne. Tout de même pas. Donc c'est effectivement, on a eu l'occasion de beaucoup discuter à plusieurs reprises de l'analogie. Donc moi, ce que je représente, en effet, c'est plutôt un point de vue de psychologue. Et ce que je tiens aussi à souligner, c'est que je m'aperçois que j'ai fait une faute ici, excusez-moi. J'étudie l'analogie comme psychologue du développement. Alors psychologue du développement, ça signifie essentiellement quelqu'un qui s'intéresse à la manière dont les processus cognitifs, ou de l'autre côté les connaissances des individus peuvent évoluer au cours du temps, et ceci à la fois chez les enfants, mais aussi de l'autre côté, si je puis dire, chez les personnes âgées. C'est d'ailleurs tout à fait intéressant, probablement qu'on n'aura pas beaucoup le temps de considérer cette question-là, de voir comment des difficultés, des questions qui sont associées à l'interprétation des analogies par l'enfant, eh bien on peut les retrouver chez les personnes âgées. Si vous voulez. C'est les mêmes processus, en tout cas tels que moi je les considère, ce sont les mêmes processus qui sont en jeu et qui peuvent être à la source des difficultés des enfants comme des adultes. À une chose près, évidemment, qui est essentielle et qu'on utilise lorsque on veut travailler sur les personnes âgées, c'est que les enfants sont en développement de connaissances, donc les jeunes enfants ont peu de connaissances, on ne peut pas en dire autant des personnes âgées qui, bien souvent, lorsqu'on essaye de les apparier, par exemple, à des jeunes adultes comme vous, ne vous en déplaise, mesdames et messieurs, eh bien, ont de meilleures performances en connaissances et en vocabulaire. Donc ça nous permet, quand on travaille chez les personnes âgées, de dissocier la causalité qui est associée aux connaissances et à leur développement, de la causalité qui est plus associée au processus. Or, quand je dis ça, alors je suis en train de commencer par la fin, quand je dis ça, je veux simplement vous faire remarquer que lorsqu'on étudie, vous avez sans doute beaucoup, on parle beaucoup de la personne âgée à l'heure actuelle, et notamment de sa prise en charge, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que dans le vieillissement normal, il est évident, je le répète, je viens déjà de le dire, c'est que les personnes âgées donc, ont des connaissances intactes, elles ne se dégradent pas. La chose qui se dégrade de tous les coups, on ne peut rien y faire, c'est un peu comme un muscle, ce sont tous les processus cognitifs. Donc c'est tout ce que nous appelons, nous, le traitement d'informations. Et particulièrement ce qu'on appelle l'inhibition d'informations non pertinentes. Vous avez par exemple ici, on entend de temps en temps un bruit à l'extérieur, et bien une personne âgée a plus de difficultés à inhiber de l'information qui n'est pas pertinente. Une personne âgée a plus de difficultés dans ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Par exemple, passer de considérer par exemple une information à un moment donné et puis passer à une autre interprétation du même phénomène, a plus de difficultés attentionnelles, etc., etc. Enfin bon, ça sera, si j'ai le temps, je vous en parlerai un peu de quelques recherches qu'on peut faire sur le développement, y compris dans le cas de la personne âgée. Alors bon, on voudrait bien m'excuser, mais je n'ai pas pu totalement oublier que j'étais psychologue, et donc une grande partie des choses que je vais vous présenter a un soubassement expérimental avec lequel peut-être vous n'êtes pas tout à fait familier, la méthodologie expérimentale. Alors c'est peut-être là que je dois vous dire, n'hésitez pas à m'interrompre. Il y aura beaucoup de graphiques, nous on montre des situations d'expérimental, et puis des graphiques qui donnent les résultats, et c'est vrai qu'il y a une sorte d'apprentissage perceptif à lire des graphiques à toute vitesse quand on fait de la recherche, et peut-être que ces graphiques qui sont autant de codages, enfin qui sont des codages de l'information, c'est vrai qu'on doit apprendre à les décoder d'une certaine manière. Donc si je vais un peu vite, pour le dire plus simplement, si je vais un peu vite, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, de mon point de vue de psychologue, c'est comment les individus comprennent et produisent des analogies. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire comment ils mobilisent un ensemble de connaissances sur le monde qui permettent d'interpréter, mais aussi quels sont les mécanismes psychologiques mis en œuvre. Ça veut dire quelle sont les manipulations de ces informations, de ces connaissances qui nous permettent, ou au contraire, chez l'enfant, c'est souvent le cas, qui font en sorte qu'on comprend bien
ou au contraire, on ne comprend pas très bien une analogie. Vous pourriez vous dire intuitivement, bien comprendre une analogie un peu sophistiquée sémantiquement, ça va dépendre essentiellement des connaissances qu'on a sur les mondes qui sont comparés, sur les paires qui sont comparées. Mais en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce n'est pas le cas. On peut parfaitement échouer dans l'interprétation d'une analogie alors qu'on a toutes les compétences et toutes les connaissances nécessaires. Donc ça, c'est certainement un des aspects importants dont je veux vous parler ici. Et donc, une fois qu'on a parlé de comprenne dans son soubassement de connaissances, une fois qu'on a envisagé le même phénomène de la compréhension des analogies, mais du point de vue des processus, eh bien, je vais essentiellement je vais beaucoup vous parler d'aspects de développement. Or, c'est intéressant le développement parce que ça nous permet toujours de voir un peu ce qu'il y a en dessous de la compréhension et surtout, dans certains cas, de voir ce qu'est l'état final, enfin l'état final d'un adulte, ça a souvent été le point de référence, d'un adulte qui n'est pas encore en vieillissement cognitif, encore que ça commence assez vite. Hein. Je vais peut-être vous décevoir, mais les processus cognitifs déclinent à partir de l'âge de 30 ans. Enfin, ça dépend un peu comment on le mesure, mais ça commence assez rapidement. C'est lent, c'est très lent, je vous rassure. Vous avez encore de beaux jours devant vous. D'ailleurs, regardez les vieux profs, comme nous, on se tient encore à peu près correctement. Donc, comment se développe cette compréhension? Donc, je ne pense que vous ne serez pas heurté si je vous dis que l'analogie a finalement beaucoup à faire, énormément à faire avec la généralisation. Donc c'est finalement, quand on regarde une analogie, qu'est-ce que c'est? Ou plusieurs situations d'analogie qui sont étudiées par les psychologues, mais qui sont évidemment, qui sont les mêmes que vous. Hein, je veux dire, bon, par exemple, je ne vous parlerai pas, si on considère que la métaphore est une forme d'analogie, ce que beaucoup de psychologues considèrent, je ne vous parlerai pas de l'interprétation de la métaphore dans le cadre ici. Mais bon, beaucoup d'analogies, donc ici, que l'on peut étudier comme psychologue. Bon, il y a le type, l'analogie aristotélicienne classique, A est à B, hein, le chien est à la niche, ce que l'oiseau est au nid. Donc, en quelque sorte, ça revient à dire qu'on a une relation dans la paire AB et on va la projeter dans la deuxième paire. Ou bien on va essayer... Pour le dire autrement, on va dire, on va essayer de trouver quelle est la relation commune entre A et B et entre C et D. Je ne vous apprends rien. Une autre manière d'étudier cette question d'analogie en psychologie, c'est de considérer des situations d'apprentissage, c'est très très souvent utilisé, ou des situations dans lesquelles on a quelque chose qui est connu, on a un monde qui est connu, et on essaye d'utiliser ce monde connu pour résoudre des problèmes nouveaux, des problèmes pour lesquels on n'a pas de solution. Alors pour le dire simplement, c'est à peu près cette situation-là, ça correspond à une situation qui est assez bien lorsque vos profs aujourd'hui et hier vous disent ben vous savez, cette situation-là que je suis en train de vous décrire, c'est un peu comme ce qui se passe dans telle autre situation. Donc ça, on pourrait dire les choses comme ça. Et donc, une des questions qui est beaucoup traitée par les psychologues, c'est justement dans quelle mesure et à quel moment les gens peuvent utiliser des informations qu'ils connaissent et les transférer dans des domaines auxquels ces connaissances s'appliquent, mais peut-être qu'a priori ne le savaient pas. Donc, dans une situation de résolution de problème par analogie, on va dire, ben voilà, il y a tel problème à résoudre, et puis on va dire, de l'autre côté, ce problème que vous avez à résoudre, pour lequel vous ne connaissez pas la solution, ben tout simplement, la solution, vous pourriez la trouver dans une autre situation que vous connaissez bien. Or, lorsqu'on fait ça, ben, ce qu'on étudie souvent, ce qu'on essaye de montrer, et ce qu'on montre malheureusement, c'est qu'il ne suffit pas de connaître le domaine que nous on appelle le domaine source pour parvenir à transférer automatiquement dans le nouveau domaine que l'on ne connaît pas encore et auquel on devrait transférer ce qui vaut pour le domaine source. Malheureusement, nous échouons bien souvent à généraliser. C'est un peu ça la leçon de l'affaire. Donc une des spécificités, bon,
ça vous savez bien aussi, une des spécificités donc de l'analogie, notamment en termes gentneriens, ce serait dire, et pour la plupart des psychologues, de toute façon ce serait le cas, c'est ce qui nous importe, c'est les relations entre les objets dans les domaines, plutôt que les similitudes de traits superficiels entre les objets eux-mêmes. Donc par exemple, quand je dis le chien est à la niche ce que l'oiseau est au nid, eh bien, qu'il y ait les similitudes superficielles entre chien et oiseau, elles sont peu développées, et entre entre niche et nid, elles sont aussi peu importante. Donc ce qui est important dans cette affaire, c'est la relation qui unit AB et qui est transférable à CD. Donc habite dans, le chien habite dans la niche pour ainsi dire, et l'oiseau est dans le nid. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui est fondamental et qui pour nous, Philippe ne sera peut-être sans doute pas d'accord avec ça, distingue l'analogie de la catégorisation. La catégorisation repose aussi sur des relations, mais elle repose sur toutes sortes de traits, alors qu'une des spécificités de l'analogie, ce serait qu'elle repose essentiellement sur des relations. On n'est pas non plus obligé de ne pas être d'accord, on pourrait considérer que l'analogie est une forme de catégorisation qui repose essentiellement sur des relations. Pourquoi pas? Enfin, ce n'est pas l'objet ici de discuter de ces questions théoriques tout à fait passionnantes d'ailleurs. Et donc en effet, Gantner, puisqu'on vous en a parlé, c'est cet article d'Edré Gantner qui va venir à Paris d'ailleurs vers la fin du mois de juillet, pas loin d'ici, à l'hôpital de Salpêtrière, je vous rassure, elle n'a pas de problème de santé, c'est parce qu'on y organise une conférence. Enfin, elle et bien d'autres spécialistes du monde entier spécialistes donc de l'analogie vont venir ici sur Paris. Donc ce qu'elle dit, c'est un peu tout ce que je viens de vous dire rapidement, dire qu'en fait ce qu'on fait, quand on fait de l'analogie, la spécificité, c'est bien en effet de trouver ce qu'elle appelle des correspondances structurales, justement plus des relations entre des domaines. D'accord? Donc c'est ça l'affaire. Plutôt que par rapport apparemment à ce qui se faisait à l'époque, avant qu'elle n'y mette son nez, on avait tendance à considérer dans l'analogie aussi des caractéristiques plus superficielles, donc des traits comme des traits de surface des entités qui sont comparées. Bon, ça c'est un peu pour la petite histoire. On peut le représenter comme ceci, donc on a une source AB, chien et niche, et on projette de l'information vers CD. Alors vous voyez que j'ai mis une grande flèche de ce côté-là, mais on peut aussi penser qu'il y a une flèche qui revient ici. Finalement, si je dis Hollande est à la France, ce que Gandhi est à l'Inde, vous voyez bien qu'on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui est à la tête de l'État, mais Gandhi véhicule aussi un certain nombre de valeurs qui peuvent profiter au François Hollande, alors que si je disais Hollande est à la France ce que Hitler est à l'Allemagne, on verrait tout de suite qu'il y a des choses qui reviennent de là et qui ne sont pas nécessairement flatteuses pour François Hollande. Vous voyez bien, juste pour dire que on boucle un petit peu entre les deux paires, pas simplement, ce n'est pas linéaire. Oui, une autre manière. Ah oui, je voudrais bien m'en excuser. Il traîne dans cette affaire, dans mon exposé, dans mes diapos, des mots d'anglais, ou même parfois des diapos que j'ai été rechercher à gauche et à droite, qui ne sont pas toujours complètement traduites. Mais je suis persuadé que vous parlez mieux et vous comprenez mieux l'anglais que moi. Donc, c'est une autre façon de le dire. On a un domaine source. On fait donc ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire une sorte d'appariement entre la source et la cible. Ce mapping est aussi l'occasion d'un transfert, donc des propriétés qui valent dans le domaine source sont inférées et projetées donc sur le domaine cible. Ce qu'on dit aussi souvent, c'est que lorsqu'on est confronté à la cible, souvent ça peut nous servir d'indice de rappel de la source. Normalement, quand vous êtes dans une situation problème, et que cette situation problème, vous devez utiliser la source pour la résoudre, normalement, ce qui serait prévu pour que ça se passe bien, il faudrait que cette situation cible serve d'indice de rappel justement à la source. Et ce que diraient beaucoup d'auteurs, c'est qu'on ne peut pas exploiter la source quand on en aurait besoin pour traiter la cible correctement, justement quand ces indices de rappel ne nous rappellent pas la source.
Ça sera un mécanisme psychologique assez fondamental. Et puis, des communautés que l'on a trouvées ici entre la source et la cible, eh bien, cet ensemble de communautés, de relations communes, peut nous amener à construire ce qu'en psycho on appellerait des schémas, c'est-à-dire des structures abstraites qui, en quelque sorte, transcendent les deux domaines ici. Donc des choses, un schéma serait, pour le dire simplement, un ensemble de grandes propriétés communes communes donc à la cible et à la source. Donc tout ça pour vous dire, bon, ça c'est une autre manière de le dire, donc on a une cible à mettre en relation avec une source, vous n'avez pas raté, faire un mapping entre les éléments, donc des correspondances systématiques, hein. Ça c'est essayer de trouver des correspondances systématiques entre source et cible. Retenez-le peut-être parce que vous verrez à un moment donné, lorsque je vous montrerai un ensemble de travaux qu'on peut faire et qu'on essaye de savoir réellement comment les enfants comprennent ces analogies, eh bien cette affaire de correspondance systématique aura tout son sens. Donc une élaboration de la représentation de la cible à partir donc de cette source, hein, on réinterprète en quelque sorte à partir de ces correspondances la cible en termes de la source, puisqu'on pourrait dire des milliers de choses de la cible, mais qui n'ont rien à voir avec la source et donc qui sont non pertinentes dans la situation ici. Donc ça peut nous amener, comme je viens de dire, comparer les deux domaines peut nous amener à créer un schéma beaucoup plus large qui soit commun aux deux. Alors, pour un psychologue, là on rentre dans la psychologie, donc on peut dire que quand j'essaye de trouver une solution, une analogie, ou bien soit parce qu'il me manque, si je dis le chien est à la niche, ce que l'oiseau est à, hein, donc c'est vous qui devez trouver. Ou bien alors, si je dis le chien est à la niche, ce que l'oiseau est au nid, je dis interprétez-moi ça, vous diriez, bah oui, c'est habitat, habite dans, ou quelque chose comme ça qui est commun. Alors pour un psychologue, ce qui est important dans toute cette affaire, donc là je l'ai déjà dit, il y a des connaissances, et il y a des... Ça c'est une vieille distinction de la psychologie, donc il y a les connaissances, et puis il y a les processus qui agissent sur ces connaissances, ou sur d'autres aspects du stimulus. Or, ces processus, c'est mémoire de travail, donc dans la mémoire de travail, par opposition, c'est-à-dire tout le monde voit ce que c'est la mémoire de travail. Donc la mémoire de travail, c'est ce qui est activé à un moment dans notre esprit et qui est l'information qui, à un moment donné, est traitée par les sujets. Par exemple, la mémoire de travail, vous l'utilisez là à fond, quand vous m'écoutez, parce que forcément, notamment si vous prenez des notes, ben vous êtes obligé de maintenir en mémoire de travail, on dit parfois mémoire à court terme, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, peu importe, ben vous êtes obligé de conserver de l'information temporairement, donc cette temporalité est très courte, et pourquoi est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Eh bien parce que, à un moment donné, si vous prenez des notes, il faut bien que vous synthétisiez tout le verbiage qui est le mien, en quelques mots, peut-être, je l'espère pour vous, un peu plus clair que ce que je veux bien vous dire. Donc, mémoire de travail, ça intervient dans toute tâche qui est, je dirais, qui demande un peu de manipulation d'informations. Dès le moment où il y a plusieurs informations à mettre, à traiter ensemble, à comparer ou à conjuguer ou tout ce que vous voulez, eh bien, de la mémoire de travail intervient. Or, l'inhibition, ce serait cette idée que, dans bien des cas, en effet, lorsque nous sommes confrontés à une situation, cette situation implique des informations, mais ces informations-là ne sont pas nécessairement importantes dans la tâche. Et donc, je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Ce concept-là, je vous le dis maintenant, parce que ce concept-là va être tout à fait central tout à l'heure. Flexibilité, c'est un peu si on considère les deux faces de Janus, eh bien, inhibition et flexibilité, c'est chacun est une face de ces deux faces. Donc l'inhibition, c'est j'inhibe quelque chose parce que ce n'est pas pertinent à un moment donné. Par exemple, je suis parti avec une solution, je voulais résoudre un problème, et puis je m'aperçois que cette solution-là, ou bien je suis dans une situation où qui est une situation problématique, et me vient directement à l'esprit une solution. Je l'essaye et ça ne fonctionne pas. Donc j'inhibe. Je dis non, ça ne va pas. Je dois le sortir. Inhiber, ça veut souvent dire un peu sortir de mon espace mental.
Pour faire quoi? Ben pour essayer de trouver une autre solution. Une autre solution, c'est ça qu'on appelle la flexibilité mentale. Ce sont des choses que je ne tire pas de mon chapeau, hein, ce sont vraiment des concepts psychologiques et des fonctions psychologiques cognitives que l'on peut tester chacune séparément. Il y a des tests d'inhibition, il y a des tests de flexibilité. Tout ça pour mettre en route un ensemble de comparaisons, puisque on est bien d'accord, quand on fait une analogie, on a deux domaines à comparer pour essayer de trouver les choses, les points et de préférence les relations communes. Donc connaissance des processus psychologiques pour mener à bien une comparaison analogique qui nous permettra d'expliquer peut-être les résultats ou l'absence de résultats ou l'absence de compréhension, notamment chez les enfants. Donc tout ça, c'est le cocktail qui expliquerait... ce que je veux vous dire ici, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'un peu... Quand on s'intéresse au développement, eh bien on est placé dans une situation un peu paradoxale, parce que d'un côté, on s'aperçoit que finalement, et je vais vous l'illustrer, on s'aperçoit que les enfants, peut-être, ont les ingrédients nécessaires pour résoudre des analogies très tôt au cours de leur développement. Vraiment très tôt. Plus tôt que vous pourriez penser. Parce que ça a l'air sophistiqué quand même, aller trouver des relations communes, ça a l'air en effet sophistiqué. Mais peut-être que finalement des gamins peuvent le faire précocement dans leur vie. Et puis d'un autre côté, on s'aperçoit bien qu'on a des situations d'analogie qui ont l'air toutes simples, et même les adultes y échouent. Je ne sais pas si vous connaissez le cas de la forteresse et de la tumeur, c'est un problème de psycho qui est très connu, qui est en fait dans la résolution de problèmes. Et en fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il n'y a pas de transfert, d'une situation à une autre, alors que ces deux situations peuvent être résolues exactement de la même manière. Alors, si vous voulez, l'ennui de ce genre de situation, d'exemple, c'est que ça prend vite beaucoup de temps pour expliquer l'exemple, mais je peux le faire en 2 minutes. On compare en gros deux situations. Ce qu'il faut, si vous voulez, vous avez un problème, c'est le problème dit de la tumeur. Alors la tumeur, c'est quoi? On parle d'une tumeur cancéreuse, et on dit comment faudrait-il, quelle dose, comment faire pour tuer la tumeur, en quelque sorte, avec des rayons X, sans tuer les tissus sains qui sont autour. Parce que la tumeur, elle est, par exemple, à l'intérieur d'une personne, et forcément, s'il faut une certaine quantité de rayons X pour la détruire, eh bien, on pourrait aussi tuer les tissus qu'on va traverser. Donc il faut éviter ça. Bon, on vous donne ça. Très peu de gens, je vous rassure, si je vous laisse un petit peu plancher là-dessus, on n'a pas le temps, peu de gens trouvent la solution. À peu près 10 à 15% spontanément. Or, ce qu'on fait, il y a une autre condition. Avant de présenter le problème de la tumeur, eh bien, on présente un problème qui est tout à fait analogue et qu'on pourrait utiliser, en principe, pour résoudre le problème de la tumeur. Sauf qu'on ne le dit pas aux gens. Un peu avant, on leur dit, voilà, c'est une histoire de forteresse, d'un général qui doit prendre une forteresse d'assaut, et ce général, ses espions viennent lui dire qu'il ne doit pas lancer toutes ses troupes au même endroit ou par le même chemin, parce qu'il y a beaucoup de parce que les chemins sont étroits, et ces chemins étroits sont aussi environnés sont entourés de marécages. Donc si tout le monde passe en même temps, ça va être la catastrophe. Sachant ça, ayant ces informations, le général décide donc de diviser ses troupes et de passer par plusieurs chemins qui convergent vers la forteresse, et il conquiert la forteresse. Bon, évidemment, moi je vous ai un peu aidé, parce que je vous ai dit que ça servait, c'est justement ce qu'on ne dit pas. Quand on ne le dit pas, les participants ne sont à peine aidés par ceci. Or, quelle serait l'aide, au cas où vous n'aurez pas vu, c'est que pour la tumeur, il faut faire la même chose. Le principe, il faut diviser les rayons. Au lieu d'avoir un gros canon à rayon X, il faut utiliser plusieurs canons dont chacun propulse des rayons en quantité faible, mais qui convergent toutes sur la tumeur. Donc, convergents, on tue la tumeur, mais on ne tue pas les tissus à travers lesquels les rayons passent. C'est ça l'idée. Or, c'est ce que je dis, quand on
parle de ça avant, hein, comme ça, l'air de rien, ça augmente à peine le pourcentage de réussite. Ça va aider les gens uniquement si on leur dit « Eh les gars, vous n'avez pas vu, mais juste avant, là, le problème, vous pourriez l'utiliser, il y a peut-être quelque chose. » Alors dans ce cas-là, une fois que vous avez dit ça, waouh, on monte, au lieu de 20-25%, on arrive à 75%. Vous voyez, donc ça veut dire quoi? Et comment expliquer que les gens trouvent dans le deuxième cas quand on leur dit, et pas dans le premier? Eh bien, c'est justement ces histoires c'est pas vraiment dit ici, ici c'est un rapport avec mémoire de travail, mais c'est une question d'indice. Quand vous avez entendu l'histoire de la forteresse, c'est vrai qu'il y a il est très très compliqué, le monde de la forteresse, le monde de guerriers qui était décrit a peu à voir avec ça. Donc en d'autres termes, on dirait que la sémantique qui est activée dans notre esprit par le problème de la forteresse, eh bien, ne va pas beaucoup nous aider, et dans ce cas-ci, ne va pas aller ne va pas créer d'indice de rappel, c'est comme ça qu'on dirait, nous psychologues, donc ça ne va pas en quelque sorte activer des informations qui sont liées au problème de la tumeur, d'où échec. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que dans certains cas, les enfants nous montrent qu'ils sont bien capables d'utiliser et de comprendre des analogies, et pourtant, chez les adultes, alors qu'ils ont eu toute l'info, ici tout y est, et pourtant, ils n'y arrivent pas. Bon. Alors, peut-être maintenant, puisque j'ai décidé de prendre une perspective développementale, comment est-ce que les psychologues qui s'intéressent au développement, eh bien, comment l'analogie, comment font-ils pour expliquer? Bon, il y a notre père à tous, Piaget, décédé au début des années 80, qui lui pensait que on n'arrivait pas à comprendre une analogie avant 11 ou 12 ans. Bon, pourquoi? Parce que, pour toutes sortes de raisons théoriques qui sont associées à sa modélisation, ça ne vaut pas la peine d'être développé ici. Là où on en est maintenant, en tout cas, il semblerait qu'on trouve les ingrédients de ce qui pourrait être quelque chose comme du raisonnement analogique, plutôt maintenant, là je suis en train de reviewer un papier, je ne suis pas censé vous le dire, mais plutôt à 3 mois. Hein, vous voyez, 11 ans, c'est pas tout à fait la même chose, hein, en effet. Et Gentner, justement, qui s'est mis à travailler sur le bébé avec une autre collègue. Donc mais je vous donnerai un exemple de quelque chose aux alentours de 7-8 mois, qui, bon, c'est pas vraiment une analogie, mais ça ressemble un peu à quelque chose qui a trait à comprendre une relation, qui est la base du raisonnement analogique. Donc, 11-12 ans. Puis des gens n'étaient pas du tout convaincus par cette affaire, notamment ma collègue Usha Goswami de l'université de Cambridge, qui au début des années 90 a dit bah non, si on donne des analogies dans les domaines que l'enfant connaît, parce que c'était ça le problème de Piaget, il présentait des analogies à des enfants qui ont 5-6 ans en leur parlant du percepteur, des taxes. Hein, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que les enfants comprennent? Vous ne pouvez pas vraiment comprendre une analogie si vous ne comprenez pas les mots, les concepts qui sont dedans. Donc l'échec n'est pas dû à l'incapacité à raisonner, comme Piaget l'entendait. L'échec, il était dû au fait qu'on leur donnait un matériau qui était absolument non familier. Donc elle va travailler, je vous montrerai les exemples, sur des domaines que les enfants connaissent, sinon à quoi? Là, on arrive plutôt à 3-4 ans. Dans certains cas, on descend à 12 ou 18 mois. Là, on peut vraiment parler d'analogie. Comme je disais, plus bas encore, c'est plus discutable, mais bon, en tout cas, les ingrédients, on pourrait les voir. Bon, ça, c'est une interprétation, donc à la Piaget, plus personne n'y croit. Alors, là, l'interprétation de Goswami, c'est dire, on peut comprendre le raisonnement analogique dès l'instant où on connaît le domaine dans lequel l'analogie s'exerce. Donc, en d'autres termes, si on parle de chiens et de niches, et que je sais que les chiens habitent dans les niches, et que par ailleurs on parle d'oiseaux et de nids, et que je sais que les oiseaux vont dans les nids, normalement on devrait pouvoir trouver l'analogie. C'est ce qu'elle va montrer. Bon, une autre interprétation un peu différente, c'est ce que Gantner appelait le relational shift, qui est un concept un peu flou, il faut bien le dire, et qui nous dit un peu, qui explique... donc le relational shift, ce serait, on a
si vous voulez, les enfants, au début, ne sont pas capables de trouver les relations, et ils font essentiellement attention à des similitudes perceptives. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, imaginez que j'ai mis des formes géométriques, je ne les ai pas mis là, voilà, bon, ils n'y sont pas, qui est des carrés, des rectangles, des choses rouges, des choses vertes, et d'autres encore rouges. Et les enfants, les plus jeunes, vont avoir tendance à mettre ensemble les choses qui perceptivement sont proches. Ils vont mettre le rouge ensemble. Si on leur dit, va chercher quelque chose dans... S'ils avaient du rouge dans AB, et qu'il y a aussi du rouge dans CD, ben, ils vont les chercher, ils vont les chercher, je ne le dis pas bien. Imaginez qu'il y ait du rouge dans AB, et puis qu'ils doivent choisir en plusieurs options, et une des options, il y a du rouge. Mais tout ça n'a rien à voir avec une relation, mais les jeunes enfants vont avoir tendance à prendre quelque chose qui est rouge. C'est dans ce sens-là que je veux dire qu'ils vont faire des appariements perceptifs. Et puis après seulement, ils vont petit à petit être plus sensibles aux communautés de relations, donc faire de l'analogie réellement. Bon, tout ça est peut-être un petit peu obscur, je voudrais bien m'en excuser, mais on avance un petit peu. Alors une autre hypothèse qui est peut-être plus récente, et qui est d'un tout autre ordre, là, je vous ai dit, le principal facteur explicatif, ce serait dire, si j'ai les connaissances sémantiques du domaine, eh bien, je dois pouvoir comprendre l'analogie. Une autre explication, ce qu'on appelle la complexité cognitive, ce serait dire que même si j'ai les connaissances sémantiques du domaine, je peux quand même échouer. Et pourquoi? Eh bien, ce n'est plus justement à cause des connaissances, ce n'est plus un problème de connaissances, c'est un problème de fonctionnement cognitif. Et plus particulièrement de fonctionnement exécutif. Alors, fonctionnement exécutif, j'aurais dû enlever ce mot-là, ça veut dire justement, pour simplifier, ce que j'appelais tout à l'heure inhibition et flexibilité. Donc, les enfants pourraient échouer, vous allez voir, tout ça est un peu théorique, mais ça va s'expliquer clairement, je vous le promets. Donc j'échoue alors que j'ai les connaissances, mais mon système cognitif, c'est-à-dire plus particulièrement mes capacités d'inhibition, vous êtes en train de vous demander pourquoi est-ce que je fais ça, mais vous allez voir, mes capacités d'inhibition ou de flexibilité cognitive ne sont pas matures. Et ça, c'est quelque chose qui est très connu en psychologie du développement, c'est que les fonctions exécutives, donc ce qu'on appelle, en fait, ce sont les mécanismes de contrôle. Inhiber, être flexible, ça a un rapport direct avec ce qu'on appelle le contrôle du comportement. C'est deux fondements du contrôle comportemental. Or, quand je fais ça, je veux simplement vous dire que ce sont deux fonctions qui sont localisées dans le cortex préfrontal. Et on sait très très bien tout ça, enfin ça n'a rien à voir avec ceci, mais je veux dire, c'est connu des physiologistes depuis très longtemps. Vous savez que les enfants, quand ils sont nés, leur cortex préfrontal, eh bien, il se développe jusqu'à la fin de l'adolescence. Ça n'est pas du tout terminé. Et c'est pour ça que le comportement, dans ce qu'il a de contrôle, eh bien, est très très loin, prend autant de temps. On dit l'âge de raison à 7 ans, mais on n'y est pas encore. À 7 ans, les enfants sont très très loin d'avoir le contrôle comportemental que l'on peut attribuer à un adulte. Qu'est-ce que c'est que le contrôle comportemental? Ben, c'est par exemple, c'est vous le contrôle comportemental. Vous êtes là, vous aimeriez tellement aller voir sur votre portable s'il n'y a pas mais vous ne le faites pas. Ou bien vous voudriez tellement commenter avec votre voisin parce qu'il vous vient une idée à l'esprit, mais vous ne le faites pas. Vous voyez, ben, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est ça le contrôle comportemental. Que fait un enfant? Eh bien, il y a des stimuli qui se présentent dans l'environnement. Parfois, ils n'ont rien à voir avec la tâche dans laquelle ils sont engagés, et pourtant, ils changent de comportement, ils changent d'activité, et donc, ils ont des difficultés à inhiber pour rester, pour garder leur attention sur la même tâche. Donc ça, c'est le genre d'hypothèse que nous faisons. Alors vous allez peut-être voir, comment ça s'applique ici.
Or, ce que je voulais encore peut-être vous dire, c'est qu'on a évidemment, bon, tout ça, on essaye en tant que psychologue, on essaye, vous savez, il y a beaucoup de situations dans lesquelles il y a des analogies, donc il faut essayer de trouver des paradigmes de recherche qui soient exploitables, répétables, pour étudier donc ces différentes analogies. Or, évidemment, première chose qu'on pourrait étudier, c'est soit si les personnes comprennent les analogies qu'on leur propose, donc est-ce qu'ils sont capables de les interpréter, ou bien, évidemment, s'ils sont capables de les produire. Hein? Vous voyez bien, c'est pas la même chose de comprendre, dire, ah ben oui, là, chien ni, oiseau ni, ah ben oui, c'est voilà, vous qui interprétez. Production, ce serait, on vous donne une partie de l'information, et c'est l'enfant, ou vous, qui devriez compléter, trouver l'analogie. Or, très souvent, on utilise des dérivés de cette formulation classique, A est à B, ce que C est à D, mais il y a beaucoup d'autres situations, et notamment, oui, quelque chose qui est assez souvent utilisé par certains collègues, c'est vous présenter une scène, d'un côté, et puis avec des personnages, ou des personnages ou des objets qui sont en interaction, et puis, à côté, il y a une autre scène, et puis vous dites dans la première, voilà, il y a tel objet, tel personnage, et donnez-moi l'équivalent dans l'autre scène. Imaginez, par exemple, dans un de ces problèmes classiques, on voit qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit un adulte qui court après, qui est derrière un enfant, un garçon, donc il court après l'enfant, et un garçon, pardon, et ce garçon est lui-même en train de courir après une fille. En dessous, on a un chien qui court après un chat et qui lui-même est en train de courir après une souris. Donc on demande, on dit au-dessus, on dit ben montre, voilà, je te montre par exemple, qu'est-ce que j'ai dit, l'adulte, donc le garçon, voilà le garçon, montre-moi celui qui est l'équivalent en dessous. Ben, celui qui est l'équivalent, c'est le chat. Donc vous voyez bien en quoi c'est une analogie, puisqu'il y a un ensemble de relations entre les différents êtres au-dessus, et ces relations valent en dessous aussi, mais il faut trouver celui qui a le même rôle. C'est ça la situation. Ou bien alors, ce que je vous disais, on donne des problèmes, et on demande aux individus, enfants ou adultes, on leur demande de résoudre ces problèmes par analogie. Donc on leur propose une manière de résoudre un certain type de problème, et on voit s'ils sont capables d'appliquer cette manière, ce type de résolution dans un nouveau problème. Donc typiquement, c'est, je ne sais pas moi, pour eux, quelle analogie. Donc vous êtes plutôt des étudiants ou des professionnels de la linguistique, c'est ça? On peut dire ça. Alors qu'est-ce que je vais voir mais par exemple, vous pourriez étudier un auteur qui a telle conception sur, je sais pas moi, un concept particulier, et puis on vous dirait, ben, regardez, quels sont les concepts analogues chez un autre auteur. Donc en d'autres termes, comment le premier auteur qui explique, compte tenu que tel auteur explique ou donne un ensemble de phénomènes linguistiques de telle manière, vous demanderez, on pourrait vous demander, est-ce que un autre auteur, est-ce qu'on peut faire une analogie ou pas, justement. Bon, c'est pas tout à fait la même chose que ce que je dis. Bon, je vais vous donner un exemple peut-être plus parlant. Oui, tout à l'heure, mon exemple de forteresse et de tumeur, c'était typiquement une situation de ce type-là. Bon, voilà. Situation d'apprentissage, de résolution, d'analogie, utilisation, oui, bon, je passe. Oui, par imitation, on peut faire des analogies par imitation. Bon, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, les enfants, je suis toujours dans ma perspective développementale, donc ça, j'ai brièvement dit qu'on avait quelques paradigmes de recherche. Ce sont souvent, par exemple, le paradigme de résolution de problèmes, par analogie, il a donné lieu à une infinité de recherches. Pourquoi? Eh bien, parce que, par exemple, imaginez le monde, l'explication, comment je comprends des concepts en maths. Souvent, un concept en mathématiques, je l'apprends dans un contexte particulier et puis je dois l'appliquer dans beaucoup d'autres contextes. Donc, une question cruciale pour la personne qui enseigne
qui enseigne la notion mathématique, et donc qui met dans la notion mathématique qu'il enseigne, en fait ça revient à mettre en relation un ensemble de quantités, eh bien la question est-ce que cet enfant va être capable d'utiliser les relations entre les nombres que je lui ai enseignés dans ma leçon de mathématiques, dans des situations où ce sont d'autres nombres ou peut-être d'autres objets qui sont manipulés. Donc ça c'est très fréquent. Il y a aussi beaucoup de résolution de problèmes par analogie, par exemple dans le monde de la science. On apprend quelque chose dans un domaine scientifique et il se fait que ce quelque chose vaut aussi dans d'autres domaines, et la question est dans quelle mesure les enfants ou les adolescents par exemple vont être capables d'appliquer ce qu'ils ont vu dans le premier domaine à un nouveau domaine. Donc les enfants comprennent-ils des analogies simples, je reviens à ma question, ou bien pourquoi est-ce qu'ils échouaient dans les analogies proposées par Piaget? Ben voilà, vélo, guidon, bateau, gouvernail, ça c'était une analogie que j'ai été repêchée chez Piaget. Effectivement, vélo, guidon, bateau, gouvernail, il faut encore savoir ce que c'est qu'un gouvernail dans un bateau. Si vous ne savez pas, il est impossible de faire l'analogie ici. Donc c'est ce que je disais, souvent chez Piaget, on échoue parce qu'on ne connaît pas. Voilà le prototype de matériel qu'on utiliserait aujourd'hui pour étudier les jeunes enfants. On essaye de se mettre dans un monde, de présenter des stimuli dans lesquels, eh bien, des stimuli qui sont connus des enfants. Donc, connus, ça veut dire, d'une part, qu'ils peuvent identifier chacun de ces stimuli, et puis, d'autre part, il faudra aussi qu'ils soient capables de savoir qu'un oiseau, ça va dans le nid. Sinon, comment voulez-vous faire l'analogie avec chien et niche. Or, ce que vous voyez évidemment ici tout de suite, c'est que ceux-ci ne sont pas pris au hasard. Si on n'a pas compris la relation d'analogie, vous comprenez tout de suite que si je me dis, si on me dit, trouve-moi un peu quelque chose ici qui va avec chien, c'est ce qu'on leur dit réellement, de la même manière, alors là c'est un peu plus compliqué, de la même manière ou comme l'oiseau va avec le nid. Si vous n'avez pas compris justement qu'il faut trouver une relation commune, vous pourriez prendre n'importe lequel, puisqu'ils vont tous avec chien. Le chien mange peut-être des os, le chien est là avec le chat, ou il court après, et le chien va évidemment avec un autre chien. D'accord? Donc, si vous ne comprenez pas la relation analogique, l'oiseau qui va dans le nid et le chien qui devrait aller avec la niche, eh bien vous pourriez prendre n'importe lequel. Donc l'idée c'est ça, c'est je propose ceci, je présente celui-là, et mon objectif, c'est essayer de savoir si les enfants vont pouvoir trouver ce qui est commun. Donc, vers 4 ans, 3-4 ans, les enfants réussissent des tâches comme ça. Donc, on n'est plus à 11-12 ans, comme Piaget tout à l'heure, mais plutôt à... oui, hop, je vais aller un peu plus vite, c'est donné pour... Oui. Donc les enfants peuvent trouver, dès l'instant, ils ont les connaissances des mondes. Alors, ou bien on pourrait faire d'autres analogies. Bon, d'accord, je passe. Alors ce que je voulais juste, c'est simplement pour vous dire, là on est à 3-4 ans, c'était pour vous montrer que peut-être, quand on veut travailler, comment fait-on comme psychologue, comment fait-on si on est psychologue pour étudier les enfants plus jeunes? Parce que là, 3-4 ans, je peux leur expliquer plus ou moins la tâche. Bon, c'est vrai, quand je dis, comme, montre-moi celui qui va avec chien, comme oiseau va avec nid, c'est peut-être pas tout à fait évident comme consigne, ça peut être un peu compliqué pour eux. Eh bien, si on veut contourner l'obstacle, ce qu'on va faire, c'est très simple, on va leur donner plusieurs exemples en leur expliquant bien pourquoi on a choisi la solution analogique. Donc quand on est persuadé qu'ils ont compris ce qu'on veut, eh bien, alors seulement on leur présente nos propres items, et de manière à vérifier, donc justement, s'ils sont capables de trouver. Alors, vous pouvez penser immédiatement que ça a ses limites, parce que 3 ans, je ne sais pas si vous connaissez le développement lexical et grammatical, morphosyntaxique, pour être un peu plus précis, des enfants de ces âges-là, on peut commencer à faire des choses, des phrases qui ont plusieurs mots, donc c'est encore possible. Si vous descendez en dessous de 2 ans, le langage, ce n'est pas qu'il ne parle pas, les premiers mots c'est aux alentours en moyenne de 12 mois, mais vous allez avoir bien du mal avec des consignes qui reposent sur le langage, vous aurez bien du mal à essayer de faire comprendre votre tâche aux enfants qui ont entre 1 et 2 ans. Ce n'est pas possible.
Ils ne comprendront rien du tout. Je peux vous le dire, ils ne comprendront rien du tout. Alors que fait-on? Eh bien, on est obligé de passer par d'autres paradigmes, et justement, on peut utiliser le paradigme du transfert de résolution de problèmes. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais le paradigme de résolution de transfert par résolution de problème, c'est un paradigme où je vais être obligé de verbaliser aussi, je vais devoir dire, expliquer des choses aux enfants. Non, justement, pas nécessairement. Donc ce qu'on veut faire, c'est proposer un problème qui peut être résolu donc par analogie à un problème précédent. Donc vous avez compris, j'espère. Ce que je vais faire, je propose moi-même un problème, j'en donne la solution à l'enfant, et puis je vais voir si l'enfant est capable d'utiliser ma solution, celle que je lui ai présentée pour le premier problème, dans le second problème. C'est lui qui doit faire. Or ça, bon, c'est les collègues qui ont fait ça il y a déjà une vingtaine d'années, et donc le but c'est comment faire pour attraper une poupée qui est hors de portée. Or, je vais vous le montrer. Donc vous avez ici l'enfant, là ceci est un écran, donc il ne voit pas très bien, il ne voit pas avec cet écran ce qu'il y a là derrière. Or ici ce sont deux tapis, et voilà l'objet qui est hors de portée. Donc l'enfant ne peut pas se balader et aller chercher l'objet. On lui explique comment faire. Lui expliquer comment faire, c'est, vous voyez tout de suite qu'on peut échapper au langage. On va lui dire, enfin même pas lui dire, on va lui enlever l'écran ici, et puis on va tirer sur le tapis ici pour faire en sorte que la corde qui est hors de portée se rapproche, et donc on la saisit, et à partir de là, on peut ramener ce beau jouet. Après, on fait la même chose, mais avec d'autres jouets, et des situations qui ne sont pas tout à fait les mêmes, ou qui peuvent être justement plus ou moins différentes. Donc ça, c'est ce que j'explique à l'enfant, au bébé. Je lui montre. Alors vous me direz, mais monsieur, j'ai un peu... Enfin, peut-être que vous n'allez pas dire ça. Vous voyez en quoi c'est une analogie. Donc, c'est une analogie dans la mesure où tout ceci, ce sont des objets. Pour résoudre ça, je ne dois pas faire apparaître... Ce ne sont pas les propriétés perceptives qui me disent ce qu'il faut faire. Enfin, d'une certaine façon, si, mais ce qui est important, c'est bien de comprendre les relations qu'il y a entre ces objets. Pour arriver à obtenir ce jouet, eh bien, je dois comprendre que les quelques objets là qui composent la situation, ils doivent entrer dans un certain type de relation, d'abord ôter celui-là, tirer sur celui-là, pour obtenir une corde qui me permettra de tirer. Donc ça, c'est de la relation. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus une analogie que, justement, on s'arrange pour que les situations qu'on va proposer à l'enfant ne soient pas tout à fait les mêmes. Et donc on met un autre, pour que ça ne soit pas de la pure répétition, auquel cas on pourrait dire c'est pas vraiment une analogie, on va donner un autre objet. Vous voyez bien ici, on a fait un autre changement, encore que peut-être que c'est mal dessiné, mais vous voyez bien, c'est un autre type de câble. Les tapis n'ont pas la même forme, ils n'ont pas nécessairement la même couleur. Bon, là, la représentation est simplifiée. Et on a aussi varié l'écran. Donc vous voyez, il y a un ensemble de l'ensemble des caractéristiques qui fait le problème a été modifié. Donc si on utilise uniquement la perception, les similitudes perceptives, alors on va échouer, parce qu'on va dire, c'est quoi, ça, je sais pas, moi je vois ça, ça me dit rien. Vous voyez, si c'était uniquement les similitudes perceptives, ça ne marcherait que quand il y a ces tapis-là, de ce genre-là, ce genre de jouet et cet écran de cette forme-là. Donc, justement, on peut échapper, on montre, que l'enfant est capable de, en tout cas jusqu'à un certain point, de réussir la tâche de façon analogique, en lui présentant une situation qui est analogue, donc les relations entre les différents stimuli sont les mêmes, mais par contre, ces stimuli-là sont différents. Vous voyez ici, pareil, avec une voiture, vous voyez bien comment on a varié cette affaire. Et donc là, on n'est plus à 12 ans ou 11-12 ans comme Piaget, on n'est plus à 3-4 ans comme tout à l'heure, mais on est plutôt aux alentours, vous voyez, à 13 mois, c'est bon, à 10 mois, pas tout à fait. En fait, à 10 mois, les enfants, dans cette situation-là, restent relativement... Ils peuvent y arriver, ils peuvent réussir la tâche, mais à condition que tout ne soit pas modifié. Il faut qu'il y ait quand même des similitudes perceptibles, sinon ils sont perdus. C'est un peu, si vous voulez, on pourrait faire une analogie, si vous me permettez, avec le problème de tout à l'heure, avec la forteresse
et la tumeur, ben, les adultes ne voient pas le rapport. Eh bien, on a fait des expériences dans lesquelles on remplace l'histoire de la forteresse par quelque chose qui se passe dans le milieu médical, vous voyez tout de suite, qui joue le rôle de la forteresse, et comme ça se passe dans le milieu médical, c'est aussi des histoires c'est pas une histoire de tumeur, c'est pas une histoire de rayon, mais comme c'est le même contexte, les gens ont plus tendance à mettre en relation les deux mondes. Donc nous, de la même façon que des choses très différentes pour l'adulte sont difficilement mises en relation, et que des choses un peu plus semblables superficiellement le sont plus facilement, eh bien, on a la même chose chez les enfants. Alors, voilà mes collègues. Donc, ça, c'est les années 90. Et donc, bon, ce n'est pas pour dire que ça a été fait uniquement en 2015. Il y a d'autres auteurs qui ont travaillé sur ces affaires-là assez récemment. Et je ne sais pas si ça va vous convaincre. Est-ce que jusque-là, ça va? Parce que moi, quand je suis lancé, c'est le verbiage. Ce n'est qu'une longue phrase pendant 2 heures, et en plus elle n'est même pas proustienne, vous voyez. Jusque-là ça va, personne n'a envie de s'en aller, vous pouvez, vous savez. Vous me suivez, n'ayez pas peur, parce que c'est vrai que j'ai tendance à contrôler mon auditoire par un flot de paroles. Je ne devrais pas, je devrais m'arrêter et dire, mais bon. C'est bon, là, vous savez, tout n'est pas complètement obscur, non? Est-ce qu'il y a des zones obscures? Bon. Alors ici, je ne sais pas si je vais vous convaincre que c'est de l'analogie. En fait, ce n'est pas tout à fait l'analogie, encore que. Bon, c'est pas parce que c'est Gentner que, par définition, c'est de l'analogie. Parce que Gentner ne s'intéresse pas à l'analogie en tant que telle, à l'origine, à l'origine, elle s'est beaucoup intéressée à l'analogie, mais elle s'intéresse surtout à la relation. Est-ce que les gens comprennent les relations entre les objets? Donc elle fait beaucoup d'expériences sur la compréhension de relations, sans qu'on soit nécessairement dans des situations d'analogie. Donc on a des bébés, vous voyez ici, je ne sais pas pourquoi j'ai de 7 and 9 months, pourquoi ça est resté en anglais, donc des enfants de 7 et 9 mois. Donc là, pas de langage, rien du tout, ils comprennent rien du tout. 7 mois, je peux vous dire, en 2013, il y a deux collègues ont publié un article qui montrait que à 6 mois, 7 mois, peut-être qu'on peut montrer que des enfants sont capables de comprendre des mots, quelques mots. Et c'était le plus bas qu'on soit jamais descendu en psycho. En général, on dit plutôt 8, 9, 10 mois. Donc 7 et 9 mois, ne venons pas avec nos gros sabots d'adultes, gros sabots, oui, ça va pour tout, avec notre verbiage d'adulte et tenter d'expliquer quoi que ce soit à ces enfants. Alors, évidemment, vous comprenez tout de suite que je ne peux même pas venir avec mes niches et mes chiens, que je ne vais pas pouvoir expliquer rien du tout, que tous ces stimuli-là, ils ne connaissent pas à 7-8 mois, enfin peut-être l'un ou l'autre, mais ce sera très très compliqué de procéder comme ça. Donc on va faire des choses beaucoup beaucoup plus simples. Et c'est ça en quelque sorte, je vous raconte en 2 minutes toute l'histoire de la psychologie du développement moderne. Toute l'histoire de la psychologie du développement moderne, vous pensez bien, ça fait quand même 100 ans qu'on s'intéresse au développement. Souvent, ce qui a été montré, c'est qu'on peut descendre beaucoup plus bas, beaucoup plus tôt que ce qu'on pensait avant. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc assez fascinant, en psychologie, il y a beaucoup de travaux depuis les années 80 sur ce qu'on appelle les théories de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des théories de l'esprit, peut-être que vous... Mais ça correspond à quelque chose de complètement intuitif, c'est nous, en tant qu'êtres humains, nous savons que nous avons des connaissances et que tout le monde ne les partage pas. Et que lorsque nous interagissons avec autrui, nous interagissons évidemment avec les connaissances que nous lui attribuons. D'accord? Donc nous raisonnons évidemment à partir de nos connaissances, mais aussi des connaissances que nous prêtons à nos interlocuteurs. Or oui, on a testé ça. Est-ce que les enfants sont capables de comprendre que les enfants... Ça n'a rien à voir avec l'analogie, c'est juste pour vous dire comment on peut descendre dans les âges.
la question qui est devenue, tout à coup, on se demande pourquoi on n'a pas étudié ça plus tôt, parce qu'après, je peux vous dire, il y a des centaines d'études là-dessus. Et d'ailleurs, c'est le déficit qu'on prête aux autistes, une explication de l'autisme, notamment de l'autisme de haut niveau, c'est que les enfants autistes ne sont pas capables de comprendre, de se mettre à la place d'autrui en termes de raisonnement. Alors, je vous explique ce que c'est. Imaginez une situation typique qui est montrée à des enfants de 3 ou 4 ans. On leur montre un petit personnage, on le présente, on dit qu'il s'appelle Max, et on dit que Max range le chocolat dans l'armoire. D'accord? Puis Max sort de la pièce, essentiel. Alors que Max est sorti de la pièce, sa mère prend le chocolat, donc Max ne le voit pas, et le déplace autre part. Par exemple, le met dans le frigo. D'accord? Et ça, c'est sous les yeux du sujet, donc du jeune enfant. Donc l'enfant, à ce moment-là, sait où est le chocolat, et on lui pose la question, et puis après avoir fait ça, Max rentre et on dit à l'enfant, c'est un peu plus bête que ça, on lui dit où Max va-t-il chercher le chocolat? D'accord? Donc forcément, si vous avez ce que nous on appelle une théorie de l'esprit, c'est-à-dire comprendre que les connaissances d'autrui ne sont pas les mêmes que les vôtres, eh bien vous allez dire, ben Max il n'était pas là quand on a déplacé, donc il ne le sait pas, il va donc chercher le chocolat dans l'armoire, là où il n'est pas, mais là où il l'a déposé. Donc ce n'est qu'à 4-5 ans que les jeunes enfants sont capables de trouver la solution. Mais maintenant, pendant longtemps, jusqu'en 2005, en fait, tout le monde a expliqué ces mêmes expériences, on a eu des dizaines qui ont été faites, et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui est venu avec le même genre de méthodologie que je vous explique ici, que je vais vous expliquer, et a montré que à 15 mois, les enfants étaient capables de le faire. Donc plus question de langage, des tâches, je pourrais vous les expliquer, mais ça prend tellement de temps, parce que c'est pas facile, alors que c'est tout simple comme tâche, c'est pas facile de raisonner là-dessus. On est à 15 mois, maintenant le plus bas qu'on soit descendu, c'est 7 mois. Vous voyez quand même. Et donc il y a énormément de recherches comme ça en psycho pour vous dire qui, maintenant, on s'aperçoit que les enfants comprennent des choses qu'on pensait réservées aux adultes ou aux enfants plus âgés. Ils en ont déjà les rudiments. Les rudiments, c'est pas la même chose. Hein. Forcément, si vous présentez les mêmes tâches que celles qu'on présentait avant et que les enfants échouaient, ils échouent toujours. C'est juste qu'on a changé la manière de présenter les choses et on l'a simplifié. Je ne sais même pas si on doit dire simplifié, on l'a présenté autrement. Et on peut montrer qu'ils ont déjà les rudiments. Ici, c'est pareil. Donc ici, voilà ce qu'on présente. Alors, la première partie ici n'est pas très importante. Vous voyez, il y a des objets. Et ces objets-là, on les présente au hasard. C'est avant même l'expérience. Voilà, ils ont présenté ces objets avant. L'enfant, ça le familiarise avec ces objets. C'est tout. Une tâche de familiarisation. Et puis, alors ça, c'est essentiel. C'est difficile à expliquer parce que c'est une méthodologie de psycho qui n'est pas très compliquée, mais à nouveau, c'est le genre de paradigme, pour expliquer tout correctement, eh bien, ça prend toujours quelques minutes. Je vais essayer de faire simple. Le simple, ce serait, soit on leur présente ceci. Donc vous voyez bien quelque chose qui est essentiel dans cette affaire, vous voyez bien que c'est toujours les mêmes. Donc ici, en quelque sorte, bien que les objets soient complètement différents, ce qu'on pourrait abstraire, si je vous demande quelle est la propriété, la relation commune entre ces objets-là, qui sont tous différents, ben vous diriez, on en a présenté 2 fois le même. Donc je vous ferai comprendre la relation même. Si je vous présente toutes ces situations-là, à nouveau, des objets d'un essai à l'autre, ils sont tous différents, et surtout à l'intérieur de la paire, ils sont différents. Donc ça vous fait comprendre que la relation entre les deux, c'est toujours que les objets sont différents. Or, quelle est l'astuce dans cette affaire? Eh bien, on capitalise sur quelque chose qui est fondamental chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, mais aussi chez l'animal, qui est que lorsqu'on présente les mêmes choses plusieurs fois d'affilée, et que l'enfant se rend compte que c'est à peu près la même chose, que c'est la même chose, eh bien, il s'habitue. Et quand on s'habitue, ça ne nous intéresse plus. D'accord? Donc, la mesure qui est faite ici, c'est qu'est-ce que l'enfant va regarder le plus après, une fois qu'il aura été habitué. Ou pour le dire autrement, pour être habitué, donc pour s'intéresser à ça, et puis donc il va s'intéresser à ça, ça veut dire le regarder
pendant un certain temps. Si j'ai compris que là c'était même, et que là je vois aussi que c'est même, ben, je vais m'y intéresser un peu moins. Parce que malgré les différences entre les objets, je vois bien qu'il y a quelque chose de commun. Et là aussi, et là aussi. Donc le raisonnement, il est suivant. C'est l'habituation qui est le signe que les enfants ont compris quelque chose. Donc ce qu'on leur a montré, c'est ceci contre ça. Ou, bon, peu importe, ceci, c'est plusieurs conditions, peu importe. Donc ce que vous voyez ici, en tout cas, que je ne me trompe pas, c'est que tous ces objets-là, eh bien, ils ne les ont jamais vus. Donc on va montrer celui-là, vous voyez tout de suite que c'est deux objets identiques, mais pas des objets qu'il a vus là. Là, ce sont des objets différents, et à nouveau, pas des objets qu'il a vus. Donc oubliez ça, imaginons qu'on ait montré que ceci. Donc il a vu ça, et ça, et ça. Donc s'il a compris quelque chose, ce que nous, adultes, nous comprenons tout de suite, c'est que d'un essai à l'autre, ce qui est commun, c'est la relation même. Donc, la preuve que lui aura compris ou aura abstrait la relation même, nous serait donnée lorsqu'on lui présente deux objets qui sont différents, qui sont identiques par rapport à deux objets qui sont différents. Donc on leur présente, au lieu de ne présenter qu'une paire à la fois successivement, les deux paires ici, on leur présente en même temps. Eh bien, le signe qu'il a compris quelque chose, ce serait quoi? C'est qu'il regarde celui-là plus longtemps que celui-là. Pourquoi? Parce que ayant abstrait que c'est tout le temps même, ceci ne l'intéresse plus, ou pas beaucoup. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui peut l'intéresser? Quelque chose qui est différent du point de vue de ce qu'il a abstrait, donc de la relation même. Vous voyez? Si on avait présenté, imaginez ces items tests, présentés après ceci, ce serait le contraire. Là, il aurait vu que c'est divers. S'il a compris, uniquement s'il a compris, que c'est ce qui est important dans cette affaire, il voit bien qu'il y a plusieurs objets, mais s'il a abstrait comme quelque chose comme une relation différente, si on lui présente ça, il ne sera pas intéressé par celui-là, il va regarder plutôt celui-là, plus longtemps. C'est ça l'idée. Donc c'est à partir de l'attention de l'enfant que cet enfant nous dit qu'il a compris quelque chose. Alors peut-être que vous vous posez la question, quel serait le signe que l'enfant n'a rien compris du tout à ma relation, à votre avis? Donc quand j'arrive ici, ça c'est le test. Ça c'est, je lui présente, par exemple ceux-là, et cette paire-là. Dans quel cas est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'a rien compris du tout? Donc il n'a pas abstrait, quand je dis rien compris, il n'a pas abstrait ici la relation même. Quand il a regardé juste à droite, à gauche. Oui, il va regarder. Il a regardé avant, quoi. C'est presque différent. Ah non, parce que ça, il ne le voit plus. Hein. Ça, c'est un, et puis celui-là, et puis il n'en voit qu'un à la place, un à la fois, pardon, et puis il voit ces deux-là en même temps. Je cache, d'accord, mais après, l'enfant ne comprendra pas. J'aurais tendance à dire qu'il n'avait pas compris. S'il n'a pas compris la relation même, qu'est-ce qu'il ferait en termes de temps de regard? Il va regarder juste à droite. Non, il va regarder les deux de façon au hasard. Au hasard. Ah ben oui, parce que pour lui, les deux seront, puisqu'il n'a rien compris, les deux sont nouveaux. Les deux sont nouveaux. Voilà. Si vous voulez, du point de vue, s'il n'a pas compris la relation même ici, s'il n'a pas saisi la relation même ici, eh bien il va regarder les deux. Pour lui, comme ce sont tous des objets différents, elles sont toutes les deux aussi intéressantes l'une que l'autre. En tout cas, c'est le paradigme tel qu'on l'utilise. Il y a des milliers de recherches qui sont faites comme ça. C'est toujours avec des temps d'habituation. Dans d'autres domaines, on n'utilise pas. Ceci n'est pas du tout particulier au domaine de l'analogie. On utilise ce paradigme-là quasiment surtout avec les bébés. Et donc, voilà un graphique si vous voulez bien me permettre. Donc ça c'est les premiers essais. Donc vous voyez les trois premiers, ils sont restés à regarder. Et ça c'est les trois derniers avant le test. Donc vous voyez bien quelque chose, que les trois derniers ils regardent déjà beaucoup moins que les trois premiers. Donc ce qui nous laisse penser, c'est que là au début ça l'intéressait, puis à la fin ça ne l'intéresse plus. Vous pourriez dire, mais non cher monsieur, vous ne comprenez rien aux enfants, ça l'intéresse moins ici parce qu'il commence à en avoir marre de voir ces photos. Mais ce n'est pas le cas, parce que quand j'arrive au test, il va regarder les choses, vous voyez que son intérêt va remonter, et surtout ce qui est essentiel, c'est qu'il regarde plus longtemps la nouvelle relation que la relation familière. Donc il regarde plus longtemps s'il a vu same, même,
eh bien, il va regarder plus longtemps le stimulus différent. Et l'inverse ici, habituation à différent, pareil, au début il regarde de moins en moins, puis quand il arrive sur des items test, eh bien, il va regarder la nouvelle relation, donc habitué sur différent, il va regarder même. Alors vous pourriez me dire, mais comment ça se fait qu'il remonte plus haut? C'est parce que, en fait, probablement que ce qui se passe, jusqu'à présent, et mais c'est un détail expérimental qui n'est pas très important, jusqu'à présent, on ne lui montrait que un par un. Et là, je lui en montre deux. Donc le simple fait d'en montrer deux, eh bien ça, c'est nouveau. Donc ça fait la nouveauté, mais à l'intérieur de cette nouveauté, je regarde quand même plus ce que je n'ai pas vu. Et donc là maintenant, donc Scoop, parce que ça c'est pas publié, hein, ça c'est publié dans Child Development, une grande revue de psychodéveloppement, mais les mêmes sont en train de refaire la même expérience sur des gamins de 3 mois, avec un paradigme encore un peu adapté, et ça donne les mêmes résultats, si vous voulez. Donc vous voyez, là encore, alors que Piaget était à 12 ans, on est à 3 mois. Hein. Bon, c'est pas la même chose que gouvernail et taxes et tout ça, on est bien d'accord. Mais ça veut dire que peut-être, si on s'intéresse à la cognition d'un point de vue développemental, on a peut-être déjà des rudiments très très tôt dans le développement de l'enfant de compréhension de situations dans lesquelles on a la preuve qu'il y a une sorte d'abstraction d'une relation. En d'autres termes, vous pourriez dire, oui, mais quel est le rapport avec analogie? C'est que chacun de ces stimuli, il est en relation analogique avec le précédent, puisque c'est toujours même relation. AB, même forme. CD, c'est quoi qui est commun? Même forme. En fait, c'est comme si je multipliais à la queue leu un ensemble d'analogies, d'une certaine façon. AB, CD, non, pardon, A. Comment est-ce qu'elle dit? Elle dit plutôt A1, BB, CC, etc. Quand c'est la même chose. Enfin, bon, bref, les détails expérimentaux, on pourrait en parler un peu plus longtemps, mais simplement pour vous dire qu'avec la méthodologie, nos méthodologies actuelles, on peut s'approcher des fondements, on espère, toucher vraiment au fondement, au tout début de capacité. Or, la question que vous pourriez vous poser, que tout le monde se pose, c'est alors, si c'est si tôt, ça doit être inné? Alors là, c'est une question qui est beaucoup plus compliquée. Décider que quelque chose est inné, et ce qui est inné dans l'affaire, ça, c'est un débat qui a toujours existé et qui continue à exister, qui a toujours existé en philosophie il y a bien longtemps, depuis des siècles et des siècles. Cette question-là est posée et reste posée pour les psychologues. Il y a toujours des gens qui pensent qu'il y a beaucoup de choses innées et d'autres qui pensent que non, on peut construire avec peu de choses et nos expériences du début. Bon, ça c'est rien. Donc première conclusion, les enfants peuvent comprendre des analogies très précocement si elles sont fondées sur des situations familières. Bon, voilà. Alors, je m'aperçois que je parle comme beaucoup, et donc je voudrais quand même présenter encore d'autres choses. Une nouvelle hypothèse. Donc tout ça, c'est à l'intérieur de... Bon, peut-être l'histoire avec De Gentner, ça n'a pas beaucoup de rapport avec des connaissances, finalement. Simplement la capacité à reconnaître que deux objets sont semblables. Bon, on pourrait dire que de ce point de vue-là, ça reste lié au monde de la connaissance. En tout cas, il y a une chose qu'elle n'envisage pas dans ses travaux, il n'y a pas qu'elle, d'autres collègues du même bord théorique, je dirais, ne considèrent pas les autres variables, celles que j'appelais les processus. Alors, je vais essayer de vous montrer que, avec des choses que vous avez, vous voyez ce Thibault-là, il se fait que c'est moi, désolé de vous vendre ma soupe, ou autre chose, je ne sais pas moi, mais bref, mes propres contributions à l'affaire. Donc, ce qu'on veut montrer, nous, c'est... Donc, on va utiliser le même genre de paradigme que tout à l'heure avec le petit chien. Vous voyez, il faut choisir parmi plusieurs. On n'est pas à 7-8 mois, loin de là, on est à 3, 4, 5 ans. Or, ce qu'on veut montrer, c'est différent. On veut dire que les enfants peuvent échouer, non pas parce qu'ils n'ont pas les connaissances, mais parce qu'il y a dans la situation des informations qui les attirent et qui les mènent à l'échec. On pourrait dire les choses comme ça.
Alors, pour être un peu plus précis, voilà ce qu'on a fait. On a proposé des analogies dans lesquelles les paires, les deux éléments qui constituent une paire, sont fortement associés sémantiquement ou moins fortement associés sémantiquement. Alors, évidemment, ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais ça correspond à une intuition qui peut être la vôtre. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Fortement associé sémantiquement, c'est si je dis poule et œuf. Quand on pense à poule, ben, si je vous disais, dites-moi les choses qui vous viennent à l'esprit quand je dis poule, beaucoup diraient œuf. Peut-être que ce n'est pas uniquement ça, mais ou vache, lait. Vous voyez? Donc si je fais une analogie entre poule, œuf et vache, lait, j'exploite des connaissances qui sont facilement connectables, enfin qui sont déjà préconnectées et fortement connectées dans notre esprit. Imaginez maintenant que je vous dise, on va faire une analogie entre robe et cintre, et par-dessus et pater. Oui, porte-manteau. Quand je vous dis, si je vous montre, je vais vous les montrer. Donc on va manipuler ça. Oui, pardon. Donc ce que je vous dis, c'est que dans ce cas-là, c'est vrai que si je vous disais, dites-moi tous les mots qui vous viennent à l'esprit quand je prononce le mot robe, il est peu probable que le mot cintre sortirait. Donc il n'y a pas une relation sémantique très très forte. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, elle existe. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'une fois qu'on la montre, cette relation, tout le monde la comprend, et surtout mes enfants la comprennent. Donc c'est ça qu'on manipule. On va faire des analogies qui sont fondées sur des objets, ce seront toujours des images, qui sont fortement associés sémantiquement, ou au contraire, on ne va pas dire qu'ils ne sont pas fortement associés, là j'ai mis faiblement associés, on va simplement dire moins fortement, et on peut le mesurer. On demande à des adultes, et les adultes nous disent tous, ouais, en moyenne, vache est plus associée à lait que robe à cintre. Donc, voilà, ça nous fait un premier matériau. Donc on va manipuler ça, on va avoir des associations fortes et des associations faibles. Je vais revenir après sur la raison pour laquelle on fait ça. Le distracteur. Ah oui, alors on met des distracteurs. Vous vous rappelez tout à l'heure dans mon exemple, il y avait le chien, non, il y avait l'oiseau et le nid, et puis le chien, et puis il y avait toutes sortes d'autres choses à côté de la niche qui étaient reliées sémantiquement. Donc, ce qui est relié sémantiquement, ce que nous on appelle des distracteurs thématiques, il y en avait 1 ou 3. Donc les enfants, ils ont 4-5 ans. Ça va être plus clair. Vache, lait, fortement associé, association forte, 3 distracteurs thématiques. Pourquoi? Ben, la bonne solution, c'est celle-là, bien entendu. Et vous voyez bien que tous ces objets-là sont reliés plus ou moins, ou assez bien reliés à la poule. Bon, que la poule est une crête, ça ne vous gêne pas. Ça aussi, bon, ça que le renard puisse manger la poule, peut-être que c'est moins évident, mais en tout cas, cette relation existe. Même chose ici, une association forte, même genre, sauf que là, il n'y a, bon, la solution analogique, mais il n'y a qu'un seul objet qui est relié thématiquement. Association faible, 3 distracteurs sémantiques, voilà mon exemple de voilà, et tous les autres sont reliés à ceci, mais ne sont pas des solutions. Analogie. Hein. Si ceci est en relation avec la robe, on peut déposer la robe sur le cintre, ben là on ne peut pas vraiment dire qu'on puisse mettre la manche dans le... Là, enfin bon, ça n'a pas de sens. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui soit la relation analogique, la solution analogique. Là, pareil, association faible, un distracteur thématique. Donc vous voyez d'un côté, on a, pour résumer, manipulé la force d'association et le nombre de distracteurs. Et voilà les résultats, je vous explique ce que ça veut dire. Vous voyez bien qu'en association forte, eh bien, qu'il y ait un distracteur ou 3 distracteurs n'a pas fait de différence. Les enfants sont aussi bons dans un distracteur et 3 distracteurs. Là où il y a eu une différence, c'est dans les cas où l'association était faible, ils ont été bien meilleurs lorsqu'il n'y avait qu'un seul distracteur plutôt que 3. Alors, comment donner du sens à tout ça? Vous pourriez dire, oui, mais c'est parce que dans l'association faible, c'est plus compliqué parce qu'ils ne connaissent pas. Non, évidemment
puisqu'on a dit qu'on ne voulait pas une solution, une explication en termes de connaissance. On a donc fait quoi? Et on a vérifié qu'ils connaissaient. Quand toute la tâche était finie, on leur demandait pour chacune des paires s'ils pouvaient nous dire quelle était la relation entre, par exemple, robe et cintre, et par-dessus, et le porte-manteau. Donc ils connaissaient. Quand ils ne connaissaient pas, on enlevait ces données-là, ne comptait pas. Donc on ne garde que les cas où ils connaissent. Donc le problème de la connaissance n'existe pas. Or voici comment on raisonne. On se dit, si l'association est forte, eh bien, l'association forte, elle me vient plus facilement à l'esprit. Je vois une vache, je vois du lait, assez rapidement, je vois, ah oui, vache, lait, je sais que la vache, puisque je le connais, vache, lait, je pense à la relation vache qui produit du lait. Puis j'arrive, on monte la poule, et puis je regarde, ah ben un œuf, ah ben, oui, poule, œuf. D'accord? Donc c'est cette relation, qui est la bonne relation dans mon cas, la relation analogique, qui va servir de support à l'analogie, produit, un animal qui produit quelque chose, donc la vache qui produit le lait, la poule qui trouve l'œuf, eh bien ça vient assez facilement à l'esprit. Donc comme ça me vient assez facilement à l'esprit, eh bien je ne serai pas perturbé, ça c'est des théories un peu plus habituelles de la psycho, hein. Je ne suis pas perturbé par d'autres informations, même si elles sont fortement associées. Tandis qu'ici, quand je vois le cintre, quand je vois la robe et le cintre, ça ne me vient pas directement à l'esprit. Donc je suis obligé de chercher. Comme ça ne me vient pas à l'esprit, lorsque j'arrive au par-dessus, puis que je regarde dans toutes les autres solutions, et que c'est à nouveau, c'est ça, comme la relation n'est pas immédiate, eh bien j'essaye tout. Et comme j'essaye chacune des solutions, et comme chacune est liée assez fortement, même les thématiques sont fortement liées sémantiquement au par-dessus, eh bien je n'arrive pas à inhiber. Et donc, en fait, ce qui se passe, notre explication, c'est dire, malgré le fait qu'ils ont la connaissance ici, donc on le vérifie après, ils sont embarrassés lorsqu'il y a plus de distracteurs sémantiques, parce en cherchant parmi les stimuli, et notamment les distracteurs sémantiques, eh bien dans ce cas-là, ils sont attirés par ces distracteurs sémantiques, et ça les amène à faire des erreurs. Quand il n'y en a qu'un seul, eh bien, malgré le fait que l'association soit faible, qu'il faille chercher, le fait qu'il n'y ait qu'un seul distracteur n'est pas trop perturbant. Donc ce que je veux dire, c'est, je suis en train, ici, je n'ai pas beaucoup à chercher, la relation entre vache et lait, elle s'active, elle est vite activée. Donc je peux trouver facilement une solution, et tout ce qui est autour ne va pas me gêner. Quand je suis ici, je suis en recherche. Donc je cherche. Et j'ai toutes sortes d'activations qui se présentent à moi, puisque j'ai des distracteurs reliés. Mais quand ces distracteurs reliés envoient toutes leurs activations, avec le terme qui est donc, qu'est-ce qu'on a dit par-dessus, eh bien tout ça finit par me perturber et je choisis la mauvaise solution. Enfin, plus souvent, vous voyez, ils ne sont pas très bons ici, les enfants. Alors que c'est ce que je disais à l'instant, quand j'en ai qu'un distracteur, tout ça n'est pas très perturbant. Alors, il y a des choses assez mystérieuses. Pour vous dire, je ne sais pas si vous m'avez bien suivi, peut-être pas, mais c'est pas grave. Voilà un autre exemple qui est plus facile à comprendre encore. Là, ce que j'ai fait, c'est contrôler la distance sémantique à l'intérieur des paires. Mais je peux aussi contrôler la distance sémantique entre les domaines. Alors, pour vous illustrer tout de suite, ce serait donc la distance entre les paires. Donc ici, vous voyez bien, on est dans des formes géométriques. Ceci ne représente rien de particulier. Enfin si, il y avait un carré, là c'est une forme un peu plus trapézoïdale, peu importe. Alors vous voyez tout de suite quelle est la relation là-dedans, hein, il y a le carré là, enfin c'est peut-être pas tout à fait un carré, mais c'est parce que mon écran, normalement c'est un carré, donc grand carré, petit carré, cette forme-là, ben, vous diriez quoi? Vous diriez, hein, voilà, celui-là, vous ne prendriez pas celui-là alors que ça peut être perturbant celui-là parce que c'est le même. Donc si on ne fait que des similarités perceptives, on pourrait choisir celui-là. Un enfant pourrait se tromper et faire ça. Mais donc si vous avez bien compris, vous prenez celui-là. Même relation, plus petit que. Ah, la même chose ici, dans un autre domaine.
Autre domaine. Vache, petite vache. Chat, petit chat. Alors, vous êtes en train de vous dire, peut-être, que ce qu'il essaye de savoir, c'est si c'est plus facile là que là. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel âge il trouve ici et là, et c'est le même âge. Par contre, si je fais ça, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, ce n'est peut-être pas si facile que ça à expliquer. Là, je suis dans un domaine particulier, donc mon espace de recherche, il est limité à ce domaine de forme géométrique. Là, je suis en train de réfléchir dans le monde des animaux. Bon, je vois bien qu'il y a une vache, une plus petite vache, un chat, le même chat, plus petit. Vous voyez bien, à nouveau, on pourrait être perturbé par tout ça, mais bon, c'est pas trop compliqué d'aller chercher ça. Bon, il y a quand même des échecs chez les plus jeunes, mais bon. Je suis dans des domaines, on pourrait dire, conceptuellement homogènes. Dès le moment où les domaines ne sont plus conceptuellement homogènes, eh bien ça c'est nettement plus compliqué. Parce que si vous voulez, la question c'est, devient, comment est-ce que je transfère quelque chose qui est dans un domaine particulier dans un tout autre domaine qui est lointain. Alors là, vous voyez bien que je ne peux plus... Si vous aviez un doute ici, vous pourriez dire, oui, peut-être qu'ils connaissent un peu moins bien les associations faibles. Si vous aviez un doute là, quant à la connaissance, là, la question ne se pose pas. Les enfants, quand on leur montre uniquement ceci, c'est bon. Et puis ils voient bien que, oui, ça c'est plus petit que vous leur demandez après, ils vous le disent, il n'y a aucun souci. Ici aussi, ils connaissent ça. Là, ils peuvent vous dire, c'est cette forme-là, regarde, c'est la même, mais elle est plus petite. Là, c'est cette forme-là, et là, c'est la même, elle est plus petite, c'est tout. Là, ils peuvent vous dire, ça, c'est une vache et une petite vache, un chat et un plus petit chat. Donc, aucun problème, ils peuvent tout vous dire, quand vous contestez après. C'est là que c'est les mêmes connaissances. C'est juste que j'ai mélangé les deux domaines, donc je ne peux pas dire que j'ai échoué à cause d'un manque de connaissances, c'est donc autre chose, et cette autre chose, c'est ce que nous on appelle le contrôle, c'est être capable de contrôler de l'information, c'est plus compliqué lorsqu'on doit le faire entre des domaines qui sont hétérogènes que lorsque ce sont des domaines homogènes. Et je vous rassure, enfin je ne sais pas si je vous rassure, mais on a fait exactement, enfin des collègues l'ont fait, ils ont fait les mêmes expériences avec des analogies un peu plus compliquées que celle-là, vous pouvez l'imaginer, chez des adultes, et c'est exactement le même problème. Je veux dire, quand il faut trouver des similitudes analogiques, enfin des analogies entre des domaines proches, les adultes sont plus rapides, plus efficaces que lorsqu'il s'agit de domaines plus lointains conceptuellement. Par exemple, qu'est-ce que ce serait un domaine proche? Ce serait des analogies verbales, ce serait train, rail et voiture, route. Une analogie plus lointaine, ce serait train, rail, sang, veine. Oui? Vous voyez l'analogie? Merci. Bon, vous voyez les résultats. Les résultats, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, voici ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je peux encore faire quelque chose, Philippe? Oui, allez. Non, mais oui, vas-y, tant pis, on aura moins de temps pour les questions. Oui, oui. Non, mais je peux aller beaucoup plus loin. Parce que là, vous voyez, j'essaye de montrer quels sont les processus. Finalement, si on veut résumer jusqu'à présent, on voit que petit à petit, les développementalistes ont montré que des enfants sont capables de penser des relations, percevoir des relations comprendre des relations qui sont la base de l'analogie très tôt dans le développement. Les psychologues ont aussi montré que meilleure connaissance dans un domaine égale meilleure compréhension des analogies. D'autres psychologues, comme votre serviteur, ont montré que quand on a des connaissances, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi beaucoup d'informations perturbatrices qu'on doit contrôler dans une tâche et on peut parfaitement échouer, non pas parce qu'on n'a pas les connaissances, mais parce qu'on contrôle mal l'information. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut étudier ça beaucoup plus finement à travers la manière dont les enfants à travers la manière dont les enfants, ou les adultes d'ailleurs, analysent les stimuli les uns après les autres pendant la tâche. Alors, on va me dire, comment voulez-vous savoir comment les enfants analysent les stimuli
pendant la tâche. Ce n'est pas bien compliqué, on utilise un eye tracker. Vous voyez ce que c'est, beaucoup utilisé en publicité. On filme le regard des gens pour savoir où ils regardent, c'est tout. Et c'est ce qu'on a fait ici. On l'a fait, vous reconnaissez mes stimuli, c'est comme tout à l'heure, rien de différent. Donc ce qu'on a fait, on a pris des enfants de 5 ans, 8 ans, des adolescents et des adultes. Bon, il y avait encore une association, mais peu importe. Et ce qu'on a regardé, on regarde juste, le truc est tout simple, c'est on regarde au cours du temps comment se distribuent les regards sur les différents stimuli. En clair, on regarde où regardent les enfants pendant qu'ils résolvent l'analogie. Donc je leur présente ceci, et puis j'attends une solution. Eh bien, entre le moment où j'ai présenté ceci et le moment où ils produisent la solution, ils regardent. Alors, question, c'est, est-ce que les enfants regardent, font la tâche, réalisent la tâche de la même manière que les adultes. Et donc, si on arrive à montrer qu'il y a des différences, on pourra dire peut-être que ça nous dit beaucoup sur les raisons pour lesquelles les enfants échouent ou réussissent. D'accord ? Si on arrive à montrer que la distribution des regards n'est pas la même. Alors, je vous montre, je suis désolé, à cette heure-ci, on ne devrait pas me montrer des graphiques pareils parce qu'ils sont horribles, mais je vais leur donner du sens. Donc, oui, on a des catégories de stimuli, il y a A, B, vous avez bien, je peux le montrer ici, A, B, C, et donc il faut trouver celui qui va avec C comme A va avec B, donc c'est celui-là, et puis il y a un distracteur sémantique, et les autres ne sont pas reliés. Donc on a 6 catégories de stimuli, A, B, C, D, analogie, pardon, distracteur, et ces deux-là on les met ensemble, non reliés. Or bon, c'est ce que je dis, c'est absolument illisible comme graphique, mais je vais vous le lire tout de suite, c'est pas compliqué. En fait, donc ça c'est les différents stimuli, A, B, C, D, et ça c'est la proportion de regard au premier tiers de l'essai, au deuxième tiers de l'essai, donc au début, au milieu, et ça à la fin. Alors, il y a une chose qui distingue vraiment les enfants des adultes, notamment les jeunes enfants, c'est que les adultes et les adolescents regardent d'abord beaucoup A et B au début. Et vous voyez, ils regardent C parce que comme on leur a dit qu'il faut trouver celui qui va avec C, mais vous voyez bien, bon, ils regardent quand même un peu moins, notamment les adultes, vous voyez, ils regardent beaucoup là, mais déjà moins C, et ils regardent très peu ceci. Les enfants ne font pas du tout ça. Vous voyez bien tout est au même niveau, sauf les distracteurs non reliés, donc ils ne les regardent pas parce que, comme c'est pas relié, ils n'ont aucune raison de les regarder. Mais le reste, c'est différent. Et surtout, ce qui est essentiel, là où les adultes, les adultes sont évidemment les plus intéressants là-dedans, par rapport à l'état de développement, ils regardent beaucoup AB et moins le reste. Les enfants, ce que vous voyez, c'est qu'ils regardent moins AB et plus. Regardez, ça c'est les enfants, donc c'est ceux de 8 ans et de 6 ans. Ils regardent plus C. Donc en fait, leur attention est attirée par ce qu'on leur demande, c'est-à-dire, tu dois trouver quelque chose qui va avec C, comme, donc dans ceci, comme A va avec B. Et donc ils distribuent, eux, leur attention un peu sur tout, bon, pas sur ça. Et c'est probablement ça qui fait qu'ils font beaucoup plus d'erreurs, c'est que la façon dont ils séquentialisent la tâche est beaucoup moins pertinente. Parce que pour trouver quelque chose qui va avec C, donc on est d'accord, C est là, donc parmi ceux-ci, de la même façon que A va avec B, il n'y a rien à faire, et c'est ce que font les adultes. Il faut d'abord regarder ce qui se passe dans A et B, quelle est la relation entre A et B. Et seulement après j'explore ici. Donc ils font ça très bien les adultes, les enfants ils font un peu tout, ils regardent de tous les côtés. Et au bout du compte, ils font plus de rien. Bon, la suite est moins, enfin, c'est pas qu'elle est moins intéressante, mais il y a moins à en dire d'une certaine façon. Ça, je sais plus trop ce que c'est. Alors là, c'est encore pire. On peut aussi, parce que ça, c'est les temps, ce que je viens de vous montrer, c'est les temps de regard sur chaque stimulus, mais on peut aussi regarder comment et quels objets les enfants et les adultes comparent. Alors, désolé, c'est vraiment pas bien très lisible. Donc, on regarde AB, le nombre de fois qui vont de A vers B, de B vers A, de C vers T, ça veut dire la target, donc la solution analogique. Donc on voit quoi? On voit bien que les adultes, c'est la même chose que tout à l'heure, au début ils comparent beaucoup A et B. Les ados un peu moins, et vous voyez bien, les enfants le font aussi, mais moins. Et par contre ils font d'autres choses,
beaucoup de comparaisons, donc notamment il compare la solution analogique avec le distracteur sémantique, beaucoup dès le début, mais ça ne sert à rien à ce moment-là. Tant que je n'ai pas isolé la relation ici, il ne sert à rien de comparer ceci, le distracteur sémantique. Donc c'est une autre façon de montrer que les enfants distribuent leur attention sur tous les stimuli. Alors, bon, à la fin, par contre, on voit bien ce que font les adultes. Vous voyez, les enfants, les adultes ne regardent plus que C avec T. Ou ils comparent aussi le distracteur avec la bonne solution. Alors ça a du sens parce que c'est dire, ok, j'ai le choix, donc il y a C qui va avec T, ça c'est bon, et puis je vérifie si ce que j'ai trouvé est bon, donc ça veut dire qu'il me reste à comparer, parce qu'il y a deux possibilités qui sont sémantiquement plausibles, la solution analogique et le distracteur sémantique qui est lui aussi relié à C, mais qui n'est pas un bon candidat analogique. Mais il vérifie quand même. Bon, une autre manière de montrer que les enfants ne font pas la même chose, c'est comment les enfants font-ils. Est-ce que vous pourriez vous dire, je cherche une analogie, quand j'ai trouvé, je vais vérifier après, je vais retourner dans AB pour voir si ça va bien. Ben, ce que vous dit ce schéma, c'est que, en gros, les enfants, ils regardent beaucoup, ils contrôlent beaucoup AB. Enfin, ils vont assez souvent dans AB au début, ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais ils vont aussi partout. Et ils y vont peu à la fin, alors que c'est à ce moment-là qu'il faudrait y aller. Les adultes, on ne voit pas bien, ça c'est les adultes et les adolescents, eux, ils retournent vers AB à la fin pour contrôler que, en tout cas c'est l'interprétation qu'on donne, pour contrôler que la solution qu'ils ont choisie, hein, que C va bien avec l'analogie, avec l'appareil analogique, donc la cible, la target, ils vérifient que c'est bien vrai, que c'est bon en contrôlant avec AB. Donc les adultes ils cherchent AB, ils vont trouver ce qui va de la même façon, comme AB dans C et les autres et les solutions, puis une fois qu'ils ont trouvé la solution, ils vont la contrôler. Les enfants ne font rien de ça systématiquement. Et donc c'est aussi une autre manière de dire, ben voilà sans doute pourquoi, ils contrôlent moins bien, ils distribuent leur attention de façon moins pertinente, ce qui expliquerait pourquoi ils font plus d'erreurs. Bon, on peut aussi faire la même chose, la différence entre les erreurs et les communs, c'est trop long, j'ai pas le temps. On pourrait aussi faire toutes sortes de choses que nous avons faites, je vais n'en faire qu'une. Regardez chez les personnes âgées. Chez les personnes âgées, eh bien, on a fait le même genre d'expérience, je n'ai pas le temps de vous en dire beaucoup, mais on obtient en quelque sorte le même genre d'explication. On voit que les personnes âgées font plus d'erreurs, et elles font plus d'erreurs, et ça s'explique parce que leur fonction exécutive, vous voyez ce que j'étudie là moi personnellement, eh bien elles-mêmes, ce sont des dégradations en quelque sorte qui sont inéluctables des fonctions exécutives, donc de ce qu'on appelle l'inhibition, la flexibilité, qui explique leur difficulté. Alors, vite, allez Philippe, je te jure pas plus qu'une minute. Top chrono, voilà ce qu'on leur propose comme tâche, ces adultes. Il y a des jeunes adultes comme vous et des personnes âgées, plus de 65 ans. Donc ça c'est une analogie, train est à rail, que voiture est à route. La tâche est toute simple, là il n'y a rien à choisir, on leur dit, vous devez nous dire si cette analogie est bonne ou fausse. Donc par exemple, ça elle est bonne, mais j'aurais pu mettre voiture, roue ici. Et roue, forcément, ça n'est pas le même rapport qu'en train et rail. Donc, il aurait dû dire faux. Et donc, on essaye de voir, on regarde quel est le nombre d'erreurs chez les personnes âgées et les jeunes. Et on fait une chose c'est aussi pour vous dire, on fait très souvent ça en psychologie, on fait une corrélation entre leur performance ici et des fonctions cognitives qu'on mesure indépendamment. Alors, les fonctions cognitives qu'on mesure indépendamment, c'est ce qu'on appelle la capacité d'inhibition. Je vous ai déjà parlé d'inhiber. Par exemple, être capable d'inhiber, c'est ne pas être influencé par de l'information non pertinente. On mesure ça. On mesure aussi, par exemple, la vitesse de traitement. Est-ce que les personnes âgées vont plus vite, plus lentement que les plus jeunes? On sait qu'elles vont plus lentement, mais même s'il y en a qui vont plus lentement, elles vont en moyenne plus lentement, il y en a qui vont quand même un peu... Même en étant plus lent, on peut être un peu plus rapide que le voisin.
Hein, deux personnes âgées, comme deux jeunes, n'ont pas exactement les mêmes. Donc en fait, l'idée, c'est est-ce que plus je suis mauvais en vitesse de traitement, est-ce que je serai mauvais à ça, ou bien est-ce que plus je suis mauvais en inhibition, et plus je serai mauvais à ça. Eh bien, le résultat, c'est plutôt le facteur vitesse de traitement qui explique le mieux les performances des personnes âgées. Peu importe à la limite ce que ça veut dire dans le détail, ce que je veux simplement vous dire, c'est que on peut relier les capacités, les performances en analogie chez les personnes âgées à leur processus cognitif et à certains processus cognitifs sélectifs. Je peux donc dire aujourd'hui, et oui, les personnes qui vont se planter là-dedans chez les personnes âgées, c'est plutôt celles qui ont tendance à traiter l'information assez lentement. Vous voyez, c'est ça l'idée. Bon, j'aurais encore pu vous dire bien des choses. Simplement, la deuxième partie de tout ceci, c'est dire, il n'y a pas que les connaissances qui expliquent, ça c'est ce qu'on dirait le premier, quand je connais, je peux trouver, mais non, je peux aussi me tromper souvent parce que les enfants, j'analyse mal l'info, les personnes âgées parce que j'ai les difficultés à traiter rapidement l'information, je pourrais encore vous montrer d'autres expériences sur les personnes âgées qui vont dans le même sens. Donc, toujours, ce qui est intéressant avec les personnes âgées, c'est qu'elles ont les mêmes connaissances. Bon, je crois que ma minute s'étire un peu. Donc elles ont les mêmes connaissances et même meilleures que les jeunes, mais malgré tout, elles peuvent être moins bonnes pour des raisons de processus. Vous voyez? Voilà. Donc c'est ça, c'est pas les connaissances qui peuvent expliquer, en tout cas chez les personnes âgées, puisqu'elles en ont plus. Donc la seule chose qui les différencie des personnes jeunes, en tout cas telles que les personnes âgées qu'on choisit, c'est bien qu'elles ont des processus cognitifs altérés naturellement, alors qu'elles sont en vieillissement normal. Hein, c'est pas du vieillissement pathologique, c'est tout le monde. Si on mesure chez moi par rapport à vous, en moyenne, je suis moins bon que vous, il n'y a pas de souci, c'est sûr, quoi. Mais comme j'ai peut-être un peu plus de connaissances, je compense. En tout cas sur ce sujet. Bon, voilà, enfin vous voyez, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Adultes, enfants, on peut en faire tout plein des expériences comme ça qui montrent qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'est la compréhension d'une analogie. Merci de votre attention.